Philippe Olliac, paparazzi du rock, ouvrier de l'image. Le premier 45 tours, je crois que c'est John Lennon et Yoko Ono, non? Oui, le premier 45 tours, c'est plus précisément le Plastic Ono Band, l'Instant Karma. Après, il y a eu Power to the People, qui est devenu une référence politique. Et puis évidemment, Imagine. Imagine qui est quelque part un petit peu comme un Marseillaise. Alors juste pour replacer dans le contexte, à l'époque, t'es pas du tout à Paris ou dans le milieu musical. T'es à Brive, je crois. Alors, à l'époque, je suis en Corrèze. D'accord. En Corrèze, on replace la Corrèze au début des années 70. Donc, il n'y a pas de télé, il n'y a rien. Il y a quelques vieux babacools qui traînent, un peu esselés. Et le seul contact avec un petit peu l'extérieur de la Corrèze, c'est la radio. Et moi, j'écoutais une émission j'écoutais France Inter, j'écoute toujours d'ailleurs, une émission qui était le Pop Club de José Arthur, où toutes les semaines, il y avait un morceau qui était le morceau de la semaine. Et un jour, il passe un morceau qui était Walk on the Wild Side de Lou Reed. Je dis, tiens, qu'est-ce que c'est ce truc-là, c'est bien. La semaine d'après, c'était Alice Cooper, Skulls Out. Et la semaine d'après, Gin Jenny de Bowie. Je dis, mais qu'est-ce que c'est bien ça par rapport, je parlais pas de Lennon, mais tout ce qu'on pouvait entendre de progressiste, de ce qui me plaisait pas. Et donc je décide d'aller chez un marchand de journaux, voir qui sont ces gens, voir si je trouve une revue où il y a des photos. Et je tombe sur une revue de l'époque qui devait être Best ou Extra, où je vois une photo de Lou Reed maquillée, Bowie en robe, qui était la photo de la pochette de The Man Who Sold the World. Je dis, ça c'est complètement différent, c'est bizarre. Bon, je laisse passer, et le mois d'après, je veux savoir un peu plus qui sont ces gens. Donc j'y retourne, et là, j'ai aucune notion ni compétence en photographie. Je vois une photo très serrée, comme ça, là, et puis il y a quelque chose d'écrit sur le côté. Et je vois que c'est le nom du photographe. Moi, je me dis, s'il il fait une photo de si près, il l'a approché. Donc, il l'a rencontré. Et donc, moi, je ne veux pas être simple fan, je veux rencontrer les pop stars. Donc, je serai photographe. D'apprendre la photo a été en quelque sorte le moyen pour accéder aux pop stars. Ça aurait pu être autre chose, mais non, c'était la photo. Alors rapidement, je me suis mis à prendre tout seul la photo, en reproduisant les photos de rockstars dans les magazines. Photographier les vaches, les gens et les arbres, ça ne m'intéressait pas, je voulais les rockstars. Donc j'achetais des magazines avec un vieil appareil photo et un agrandisseur bidouillé, je refotographiais les photos du magazine pour vraiment me faire à la lumière, me faire aux postures. Et quelque part, je pensais déjà que j'étais sûr que j'allais rencontrer, me détacher de l'affect. Parce que quand tu développes une photo à l'époque, pour faire monter plus certaines parties, il faut la frotter. J'avais l'impression de caresser le visage. C'est un côté un peu érotique en même temps. Et ça t'amène à cette date historique de mai 76. Ça va m'y amener. Mais avant, il faut y aller. Et je décide d'apprendre à conduire les trains. Je voulais conduire les trains. Donc pour conduire les trains, j'ai des études de cheminot, quoi, de conducteur. Et à Paris, il y avait les maisons de disques, notamment les deux seules qui m'intéressaient, c'était Pathé Marconi, EMI et RCA, parce qu'il y avait les Beatles, et il y avait Bowie, Lou Reed et Iggy chez RCA. Donc j'allais les harceler pour avoir des vraies photos, plus reproduire dans les journaux, mais des vraies photos. Et à l'époque, il y avait dans chaque grande maison de disques un petit bureau qu'on appelait l'International, c'est-à-dire que s'occuper des artistes internationaux de passage à Paris. Et là, quand il recevait une photo de Londres, il n'y a pas Internet, il fallait dupliquer la photo pour la donner aux médias. Donc il passait par des labos qui coûtaient cher. Et moi, comme je commençais à être pas trop mauvais, ils me donnaient une photo et en échange, payé, je leur faisais les tirages. Donc j'étais devenu celui qui faisait les tirages, les duplicata officiels de Lennon, de Bowie, Iggy Pop et Lou Reed. Jusqu'au jour, au bout de 2 ans, un matin de avril, à la fin avril 76, on m'appelle de RCA et on me dit, est-ce que tu es libre pendant une semaine? Je dis, je sais pas, pourquoi faire, je sais pas. Et là, Ariel, s'appelait l'attaché de presse, me dit, je ne te demande pas pourquoi ni comment, je te demande oui ou non. Et ça, j'en suis rappelé toute ma vie. Quand une situation se présente, il ne faut pas... Et ben je dis, bah oui. Qu'est-ce que c'est? Ben non, on ne peut pas te le dire. Bon. On me donne rendez-vous le matin du 2 mai 1976 à la gare du Nord, au Café du Nord. Je devais passer mon diplôme de conducteur le 5 mai. Donc c'était foutu. Mais enfin, j'ai quand même néanmoins rendez-vous dans ce Café du Nord, à la gare du Nord. Je sais qu'on va aller à Londres, mais je ne sais pas quoi faire. Je te demande, on me dit rien, les gens sont un peu stressés à côté. Je vois dans mon angle, comme ça, arriver 2 petits bonhommes. Des petits bonhommes.
Un avec les cheveux orange, habillé en treillis kaki et des rangers, et l'autre les cheveux complètement péri-oxygénés, et un impair de la Gestapo. Dans l'ambiance de la gare du Nord des années 70, où tu peux imaginer des vieilles Renault 16 et 404, des machins, c'est complètement contemporain. Et là, c'était David Bowie et Iggy Pop. J'avais été embauché pour aller photographier David Bowie lors de les dernières dates de la tournée anglaise de la tournée Station to Station. Enfin, c'était pas David Bowie et Iggy Pop, c'était plus David Jones et Jimmy Ostenberg. C'était pas dans leur rôle. Donc j'étais pas trop ému. Mais après, on prend le train, parce qu'il ne voyageait qu'en train. Et dans le train, je me rappelle, on vient me voir, ils viennent me voir, ils me disent, mais il ne faut pas s'inquiéter, on est comme tout le monde. Hein, on est, bon. Arrivé de l'autre côté, de l'Overspeed à Douvres, on nous dit, à moi et à Andy Kent, le photographe américain qui finissait la tournée, moi je reprenais, vous partez par le premier train à Londres, à la gare Victoria, nous on arrive par le train juste derrière. Il y a les fans qui attendent David, il va prendre la parole et tout. Nous on arrive, effectivement, des fans, des policemen partout, et des photos de ça. La vieille gare Victoria, donc encore noire de vapeur, une grande banderole Welcome Home David. Le train arrive, donc on fait quelques images à la sortie du train avec le conducteur, ça a été filmé d'ailleurs par la BBC. Et David monte dans une vieille voiture, une Mercedes décapotable, pour s'adresser au public, parce qu'il était parti il y a 3 ans, il n'était pas revenu. Et le micro ne marche pas, ça le met un peu en rogne, donc il décide, il fait signe énervé de s'en aller, mais en attendant, il salue la foule. Il salue la foule comme ça. Il part, en trompe. Et le lendemain, les journaux sortent, en première page du Sun, la photo, où là c'était comme ça, avec marqué David Bowie salute nazi à Victoria Station. Parce qu'il s'était fait arrêter dans le Transsibérien avec des livres sur Goebbels, parce qu'il devait tourner un film où il devait interpréter Goebbels, film qui ne s'est jamais fait. Et comme il était en disgrâce un peu avec l'Angleterre, puisqu'il était parti aussi pour des raisons financières en 1973, il avait dit de toute façon ce pays part à la dérive, il y a besoin d'un bon gouvernement bien dur, dont je ferai un bon Premier ministre. Alors tout était bouclé. Après I'm gay, tout ça, c'était le côté fascisant de Bowie, de ce il a joué aussi un peu le rôle. Et la première photo que j'ai faite de Bowie, en tant que Bowie, effectivement, c'était la gare Victoria, cette fameuse photo, la série du salut nazi, où j'étais tellement sûr, j'étais préparé à 3 ans pour faire la photo, que j'en ai complètement perdu les pinceaux, j'ai tellement éclairé la gare avec un flash relais de l'époque, que sur mon négatif, il n'y avait rien, c'était tout noir. J'ai dit merde, c'était tout noir, dans le labo le soir même. Et là, un gars du labo, c'était surexposé d'au moins 7 diaphes. Et là, le gars du labo dit c'est pas grave, et puis on a fait des internégatifs, des inter, pour ressortir la photo telle qu'on la connaît maintenant, avec ce grain multiplié par autant d'internégatifs qu'en fait presque une abstraction, presque une peinture. Voilà l'histoire de la première photo. Et à partir de là, j'ai fait toute la tournée, on est rentré à Paris, et là j'ai été embauché comme photographe de RCA pour suivre David Bowie, Iggy Pop, et Lou Reed quand il était là, dans la partie européenne, qui nous ont emmenés directement après les concerts de Paris, où il joue torse nu, où il mime, comme il faisait avec Mick Ronson, une fellation à la guitare, là il mime un acte sexuel avec sa guitare. Et après, on est parti tranquillement. Eux sont partis au château d'Hérouville. Enfin, ils sont partis d'abord au Plaza Athénée. Mais là, ils étaient un peu embêtés. Ils sont partis au château d'Hérouville. Et après, nous, on est arrivés au château d'Hérouville quand ils ont commencé à enregistrer l'Idiot. Et là, ça devient une autre histoire. Et tu souscris à ça quand ils te disent t'en fais pas, nous, on est des gens tout à fait comme tout le monde Sur le coup, non. Mais avec le temps, oui, puisque avec le temps, on voit bien une chose, c'est qu'effectivement, notamment Bowie était quelqu'un comme tout le monde, oui. Pas du tout dans son rôle. Il était la rockstar quand il montait sur scène, comme Marilyn Manson rentre dans sa costume de Marilyn Manson ou Alice Cooper. C'est pareil, mais Alice Cooper, quand il sort de scène, il est Vincent Fournier. Mais moi, je te pose la question parce que j'ai l'impression que pour une rockstar, Bowie était étonnamment humble, en fait, et simple. C'est dans ce sens-là que je ne me parais pas comme tout le monde, enfin, comme toutes les rockstars. Beaucoup de rockstars. Plus les rockstars ont un statut, à part Dylan, c'est un peu à part, un statut de notoriété, plus ils sont humbles dans la vie, comme Jagger, par exemple,
ou Iggy Pop, ou Bowie, oui, c'était des gens. Bowie, dans ses derniers jours, récemment, quand il sortait encore dehors, il sortait, il avait dans la main un journal grec. Il mettait un chapeau, il avait le journal grec bien en évidence, il se faisait passer pour un grec qui ressemblait à Bowie. Ça, c'était les derniers temps, là. Et donc, il a toujours su trouver la parade pour... et puis, si il était reconnu, comme beaucoup d'autres, il jouait le jeu. Hein. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Hein. Et pour revenir sur Hérouville, donc il y a une nouvelle page, c'est la page Low. Hein. Alors, ça a commencé un peu de façon brouillonne, il y avait juste Iggy, Bowie et Corinne Schwab. Et ils commencent, au bout d'un certain jour, à enregistrer des choses comme ça avec les musiciens locaux qui étaient des musiciens français, dont Laurent Thiébaut, qui était le bassiste de Magma. Et l'ingénieur du son, d'ailleurs, de The Idiot. Donc au début, ils enregistrent des choses un peu brouillonnes. Ils ne savent pas trop si ça va être gardé pour l'album de Bowie, que RC a demandé. Ils voulaient un album à tube, ni même pour l'album d'Iggy. Et donc ils enregistrent, et puis ils décident après... donc le disque d'Iggy, c'est d'Idiot, et le disque de Bowie qui commence à se dessiner. Ça s'appelait à l'époque New Music Day and Night. Voilà. Donc l'album d'Iggy se fait avec des musiciens français. Et pour l'album de Bowie, RCA dit bon, ça commence à suffire comme ça, les choses brouillonnent, ils font appliquer Eno et puis Visconti qui ne pouvaient pas se voir d'ailleurs. Et donc là, les choses deviennent un peu moins cool parce qu'il y a des égos surdimensionnés dans la pièce. Et ça se passe pas très bien. Et puis les musiciens sont un peu complètement dépaysés parce que Eno donne des consignes. Alors Visconti, c'est vraiment un technicien. Eno, il dit on va aujourd'hui, bah tiens, on joue à l'ouest, on joue au nord. Où on met les magnétos par terre, les Revox par terre, on en met 4-5, un peu comme le procédé Flippertronic, et on fait tourner la bande comme un train électrique. Et on enregistre, puis après on verra. Voilà. Donc ça se passe un peu comme ça, des choses un peu brouillonnes, un peu tout le monde joue sur l'album, de l'eau, il y a les musiciens, il y a les gens de passage, il y a la femme de Visconti, il y a Tony Massia, le gars du corps de Bowie, il y a tout un tas de... Voilà, ça c'est la partie franchement Hérouville, où Bowie est quand même dans une période où il prend beaucoup de drogue. Hein, il est quand même, il est plus dans le même état qu'à Los Angeles. Mais par exemple, la petite piscine du château d'Hérouville, il s'en méfie parce qu'il y a les ombres qui veulent quand même l'aspirer encore dedans. En 76, c'est une année de canicule. Et il fait très chaud. Donc ils sont au bord de la piscine. Il ne faut surtout pas y aller par jeu. Iggy le pousse dedans. Et là, c'est le divorce. Enfin, je veux dire, c'était la rupture. Donc Bowie est très en colère après Iggy, et Iggy s'enfuit dans Paris pendant quelques jours pour échapper un petit peu à tout ça. Il s'enfuit notamment, il va à l'Open Market, qui est une boutique qui était à Châtelet, tenue par Zermati, et Marc Zermati d'ailleurs avait bien compris que tout était son intérêt d'aider Iggy, puisqu'il était en deal pour récupérer les bandes de Metallic Chaos, dernier album public des Stooges qui sort à peu près à la même époque. Et Bowie téléphonant dans tout Paris, savoir jaloux comme un pou où était Iggy avec qui, quoi. Voilà, jusqu'au jour où paraît un article dans la presse qui s'appelle Bowie, la vie de château. Alors ça, il a très mal pris. Il a dit qu'il y avait parmi nous, les gens de l'entourage du château, un traître. Hein, donc un traître qui avait trahi, et donc il décide de partir du château et d'aller à Berlin. Et le traître qui avait été désigné par Bowie, c'était Laurent Thiébaut, à tort certainement, mais c'est lui qui a pris, et par punition, il a retiré son nom des albums. Et donc Laurent Thiébaut n'apparaît ni sur Les Idiotes, ni sur l'eau, alors qu'il joue et qu'il mixe, et que c'est lui qui a pratiquement produit Les Idiotes. Et quand Bowie est arrivé à Hérouville, c'est Laurent Thiébaut qui le rappelle, qui l'a rappelé d'ailleurs récemment quand Bowie arrive à Hérouville. Il dit d'emblée, bon, que les choses soient claires. À partir de ce moment, tout ce qui va se dire, tout ce que tu vas faire, il parle à Laurent Thiébaut et aux musiciens, à tout le monde, tout ce que vous allez faire m'appartient. C'était un peu le côté Bowie un peu éponge.
C'est ça qu'a fait Bowie aussi, c'est qu'il a su aspirer partout ce qui était le mieux, puis après le mixer, le remettre un petit peu dans sa forme à lui et en faire quelque chose de complètement exceptionnel. Du coup, tu dirais que beaucoup plus qu'un control freak, c'est une éponge qui se nourrit ouvertement de toutes les influences. Une sorte de vampire, oui. Une sorte de vampire au sens noble du terme. Je veux dire, il te pompe pas pour te pomper, il essaye de récupérer en celui qu'il en face le meilleur, pas pour le reprendre à son compte, mais pour le mixer avec d'autres choses et en créer quelque chose d'encore mieux et qui n'existerait pas autrement. Et par rapport au travail ensemble, enfin, au fait que tu photographiais, il t'a laissé libre, tu avais des contraintes, comment ça se passait en fait? À partir du moment où tu es dans l'endroit, que tu es accepté, il n'y avait aucun contrôle de quoi que ce soit, parce que il savait que de toute façon, la confiance était là. Jamais je me serais amusé à diffuser une photo de Bowie à son désavantage. D'abord, je ne l'aurais pas faite. Et si je l'avais faite par mégarde, dans une série, je ne l'aurais pas censuré, mais je ne l'aurais pas exploité moi-même. Et ça, c'en était avec tout le monde. C'était quelqu'un d'extrêmement fidèle à partir de la confiance était là. Et puis tu dis aussi qu'il avait naturellement une gestuelle gracieuse et travaillait peut-être par avec le mime. Ben, il avait été quand même un des élèves de Lindsay Kemp, tout comme le mime Marceau est un élève de Lindsay Kemp. Et il suffit de regarder les photos, comment David tient le micro. Il a une façon de le tenir qui est très esthétique. Et sa façon, lui, d'évoluer dans l'espace, de se mouvoir dans l'espace, était toujours dans une démarche esthétique et artistique. Il savait exactement comment se comporter face à un objectif. Et sur ton métier, sur ton statut de photographe, tu dis que toi, ça ne te pose pas de problème enfin, tu t'auto-proclames paparazzi du rock, et tu vois plutôt la dimension noble, comme le personnage de Mastroianni dans la Dolce Vita. Alors, on m'a surnommé le paparazzi du rock, parce que je ne faisais que les rockstars. Mais c'est vrai qu'à la base, je suis un paparazzi de ce qu'on peut appeler la pire espèce, ceux qui étaient surnommés à Paris les rats. Dans les années 70-80, on nous surnommait les rats. On était une dizaine parce qu'on était capable de rester 4 jours dans la rue, derrière une poubelle, pour faire une photo. Je me rappelle Frank Zappa qui ne voulait pas être photographié. Je savais qu'il était à l'hôtel des Beaux-Arts. J'étais le matin, je me suis caché derrière une voiture. Sa voiture est arrivée. Il y avait 5 mètres. J'ai fait une pellicule. Il y a une photo. Voilà. Mais paparazzi, c'est quelque chose de noble. Comme tu dis, moi je le revendique souvent en écho à la Dolce Vita, à Mastroianni, à La Fontaine, tout ça. Voilà, c'est pas ce qu'on peut voir aujourd'hui qu'on appelle les paparazzas, où c'est même pas des photographes et c'est même pas des stars. Tu regardes les journaux comme Voici, Closer, tu sais même pas qui c'est qui est photographié. C'est juste du merchandising pour faire consommer un public à 90% de crétins, enfin je l'assume le terme crétin, par des crétins, quoi. C'est juste pour... Il n'y a plus rien. Nous, on faisait au moins des gens qui avaient qui amenaient une certaine culture. Et alors sur l'enregistrement, tu passes de l'enregistrement des images, si je puis dire, enfin de la photo, à l'enregistrement des concerts. En fait, très tôt, je crois que tu pirates des concerts. Bah, dès le début, puisque j'ai un laissez-passer permanent pour tout faire dans ma sacoche, dès les premiers concerts de Bowie à Londres, mais le premier concert où j'ai photographié est enregistré et gravé sur un acétate unique. J'ai dans ma sacoche un enregistreur avec un micro, donc je ne bouge pas ma sacoche, ce qui interpelle quand même certains. Le photographe a toujours sa sacoche à côté de lui. Non, moi je vais à ma sacoche prendre du matériel, et pour cause il y a un micro. Et donc d'emblée, je m'intéresse au son. Et alors, pour quelqu'un des métiers de l'image, je pense qu'un bon son sauve une mauvaise image. Tu as un film d'archives pourri avec un très beau son, tu vas le regarder. Tu as des super images avec un son pourri, tu ne le regarderas pas. Donc le son est beaucoup plus important de l'image parce qu'il est beaucoup plus appel à l'imaginaire. Et du coup, logiquement, enfin en tout cas il y a une progression, tu vas passer aussi à ça aussi l'image et le son. Je crois que ta première interview filmée, et on revient aux 45 tours du coup, c'est Yoko Ono. Oui, alors si je me rappelle bien, en fin de compte, mes premières vraies photos que j'ai faites, c'était pas Bowie. Je m'en suis rappelé il y a
quelque temps de ça pour un magazine. Mais 2 mois avant, j'avais été attendre. J'avais une information, Paul McCartney, d'ailleurs ça fait une double page récemment, à l'aéroport du Bourget, avec l'appareil photo de mon père et la petite caméra Super 8 de mon oncle. Et j'alternais des photos comme ça et des séquences filmées à la Super 8. Et j'ai retrouvé ça récemment. Et c'était 1 mois et demi avant Bowie. Et donc, il y avait déjà au départ la photo, la caméra et le son qui m'intéressait, puisque très jeune, je faisais des enceintes acoustiques, je fabriquais des enceintes acoustiques. Comme très jeune, bien avant toute cette histoire, j'étais parti à Londres, pour une raison, je ne me rappelle plus laquelle, et j'avais été directement, en arrivant, photographier la porte d'entrée de Savile Row, qui était le bureau d'Apple. Ça, je devais avoir 13 ou 14 ans. Donc très jeune, c'était déjà dirigé. Et ce qui m'a amené, après, quand la Betacam est sortie dans les années 90, à vouloir faire la même chose, mais filmer. Donc je me suis acheté une Betacam d'occasion, et j'ai commencé à filmer des interviews de rock, de rockstar, et de commencer à proposer la même chose que ce que je faisais en photo, mais en film. Donc là, on avait l'image et le son. Et un des premiers longs interviews que j'ai fait, c'était Yoko Ono, parce que je n'avais pas pu rencontrer John, puisqu'il a été assassiné 5 jours avant. Il devait venir à Paris faire la promotion de Double Fantasy. Je n'ai pas un rendez-vous privé avec lui. C'était la promo, donc. Et il n'était pas venu, évidemment, puisqu'il était mort. Il est toujours mort, comme dirait Georges. Georges disait, tant que John est mort, on ne pourra pas former les Beatles. Et donc, et comme je m'intéressais beaucoup à ce que faisait Yoko, tout avec le mouvement Fluxus, comme ce que faisait Warhol à la Factory, le premier long interview que j'ai fait, c'était Yoko Ono, où j'étais venu avec un concept un peu spécial, avec toute sa collection de disques originaux. Je lui mettais sous les yeux, elle les signait et elle parlait environ 1 minute et demie sur chaque album, de la relation avec John, tout ça. Et toujours dans le sillage des Beatles, je crois que tu as une interview assez particulière aussi avec George Harrison. Ah oui, j'avais photographié George Harrison à plusieurs reprises, et bon, George était quelqu'un de charmant. Et à plusieurs reprises, il avait dit qu'il faudrait faire un film sur les dévots de Krishna. Il faudrait faire un film sur les dévots de Krishna. Moi, les dévots de Krishna, je les avais vus dans la rue de Paris, en orange, avec les petites clochettes. Je trouvais que c'était... pour moi, c'était lié aux Beatles, effectivement. Mais bon, moi, je dis non, moi, j'aimerais faire un long interview avec vous. Ouais, mais non, ça... Bon. Les maisons de disques, c'était pénible. Quand même un Beatles, ça. Et un jour... 94, 96, 97, je ne me rappelle plus. Je reçois un coup de téléphone le matin de l'agent de George Harrison, qui dit pour l'interview, si tu veux, c'est cet après-midi. Il venait d'apprendre le matin même que son cancer était... voilà. Et donc il voulait... un des réflexes, c'était de parler. Il était à Paris avec Ravi Shankar. Et donc je rassemble vite une petite équipe de caméras, tout ça, et on fait... au Georges V, l'interview de George Harrison et Ravi Shankar ensemble, regard croisé sur une philosophie et 2 types de musique, en multicaméra, voilà, ce qui est le film qui s'appelle d'ailleurs All Things Must Pass. Toute chose doit passer en hommage à George. Et à partir de là, après, j'ai voulu faire de la réalisation de concerts pour revenir à la musique. Donc j'ai été apprendre... J'avais déjà fait des stages à la BBC, à la radio, en tant que stagiaire réalisation radio Top of the Pop. Et donc j'étais à l'INA apprendre, entre autres, la captation multicaméra en quart. Et pour bien apprendre la technique, c'était quand même le rythme, il faut connaître la musique, je me suis fait la main sur des concerts de reggae. Donc j'avais un ami qui était réalisateur aussi, producteur, Pierre Simonin, qui était un féru de reggae, qui connaissait, tout comme moi, la façon d'arriver directement, moi c'était dans le rock, lui d'avoir accès directement aux musiciens sans passer par la maison de disques. Donc il produisait, moi je réalisais avec lui des concerts comme U-Roy, Yellowman, Pablo Moz, et ça me permettait moi de ne pas être impliqué musicalement par rapport à mon histoire, et de pouvoir vraiment me détacher et faire des plans autres, et apprendre vraiment la console et la réalisation comme ça. Et tu l'as fait, le doc sur les dévots de Krishna, finalement, alors Et alors, après, quand Georges est décédé, je regardais l'interview, il y avait des trucs, il faut faire un documentaire sur les dévots de Krishna, donc j'ai dit, bon, après tout, pourquoi pas, mais quoi dire? Je me suis dit, tiens, je vais faire le lien, je vais essayer de retrouver les dévots de Krishna qui
qu'on fréquentait les Beatles. Et donc ils étaient tous vers Montréal, en fin de compte, des vieux dévots, dont un qui était devenu producteur de McCartney, un tel des musiciens et tout, qui reprenaient les Beatles. Et donc j'ai fait un film à travers leur histoire à eux, jusqu'au arrivé aux Beatles, et puis voilà, tout était mélangé. C'est une Krishna Experience, qui a eu un succès d'ailleurs. Et, euh, et tes interviews, tes portraits de rockstar t'ont amené à des voix étonnantes, j'ai l'impression, parce que si j'en crois l'expérience que tu as eue avec Steven Spielberg. Alors je faisais beaucoup d'interviews de rockstars, je diffusais sur les journaux télévisés français puis à l'étranger, avec une façon de cadrer relativement serrée, un peu comme Arte, tu vois, très, très serré. J'ai toujours aimé être très serré, ouais, vraiment très serré, comme ça un peu. Truc. Et donc j'en ai fait plein, oui, DeVille, McCartney, enfin pas tout un tas de gens, Ronson, Hunter, tout un tas de gens. Et un jour, je reçois un appel et on me dit, c'était des gens qui travaillaient pour Steven Spielberg, qui, après avoir fait la liste de Schindler, qui avait été financée en partie par l'État d'Israël, la contrepartie c'était que Spielberg devait créer une espèce de mémoire de l'Holocauste. Il ne savait pas trop comment. Et donc il avait décidé d'enregistrer dans le monde entier tous les survivants des camps de concentration. Pour la fondation de la Shoah, sa fondation, qui est maintenant mondialement connue. Et pour ça, ils cherchaient des réalisateurs qui avaient leur propre matériel. Et donc, ils regardaient sur les journaux télévisés les cadrages des équipes. Ils avaient vu une forme de cadrage. Et donc, on m'a demandé si je voulais travailler là-dessus. Bon, j'ai dit pourquoi pas. Et alors, très vite, j'ai commencé. Bon, j'en ai fait des centaines et des centaines. On fait plusieurs longs métrages. Et puis un autre film qui s'appelle Le Day in the Life, du morceau des Beatles, un jour. Et dont la musique de ce film sur la Shoah est aussi le morceau Mass Production de Iggy et Bowie dedans, production de masse, le génocide. Alors c'était drôle parce que dans cette histoire de passer de Bowie, enfin de la Corrèze où je conduis les trains, de Bowie à la Shoah, c'est des choses complètement différentes. Sauf que je voulais être conducteur de train, je n'ai jamais conduit, je fais mes études de cheminot, je rencontre Bowie dans une gare, je fais mes premières photos dans une gare, je l'accompagne dans un train. D'accord, j'aime les trains, j'aime voyager en train. Et je me retrouve après dans un autre train qui est le train de la mort, quoi. Celui qui est le train de la vie avec Bowie, c'est le train de la mort. Et donc, le terme station to station convient très bien à cette carrière de gare en gare, illustrée par les trains, où toutes les semaines je prends le train, où j'aime encore regarder, voir passer les trains. Tout sauf le train-train. Oui, pour ça je le laisse aux autres. C'est peut-être un peu prétentieux. Alors ça ferait une super belle fin, mais j'ai envie de faire un épilogue. Comme dans les bons romans, on a un épilogue une fois qu'on a dégusté le roman. C'est là, en fait, tu as un projet, enfin tu vas faire une exposition autour de photos de Bowie. Et c'était, si tu peux nous en parler un tout petit peu, et aussi si ça a évolué entre le moment où tu avais l'idée et puis depuis le décès de David Bowie. Alors j'ai une exposition qui s'appelle Bowie and Friend, qui tourne depuis 2 ans un peu, qui tourne bien. Évidemment, elle était programmée dans certains endroits. La mort subite de David, bien que les proches le savaient, mais ça a quand même été subite, puisqu'une semaine avant, on avait vu une information, on avait une information que ça allait pas du tout. Quand on a reçu le coup de téléphone le matin avant la publication officielle, rien que quand j'ai vu le numéro, je savais ce que c'était. Donc ça bouleversait quand même les choses, même si on y est préparé, c'est quand même 40 ans d'accompagnement qui tombent. Enfin, je veux dire, moi, depuis l'âge de 12 ans et demi, tous les jours, j'écoute Bowie. Pendant des heures, pratiquement. Enfin, Bowie d'autres, mais tous les jours. Alors, bon, même s'il n'est plus là, je continue à écouter. Alors cette exposition, effectivement, elle continue, mais certains endroits comme Brive, ou même Poitiers qui est en train de se décider. Alors Brive, ça va être une grosse exposition, il va y avoir des photos en plus, il va y avoir certainement des concerts, des écoutes sonores, c'est important d'écouter le son dans du bon matériel, dans une pièce, on n'est pas obligé de regarder, on peut juste écouter dans une pénombre. Effectivement, donc elle s'arrange un peu de façon différente, avec sa mort, ça prend une autre dimension. Et là, plus près, c'est en train de se décider
Poitiers, où la mairie de Poitiers décide aussi de rendre un hommage officiel à David Bowie en exposant 25 photos, mais de très grand format, des photos d'1 mètre sur 60, dans les salons de la mairie. Ça sera début mars. Et Brive, c'est du 15 mai au 15 juin. Mais évidemment, les expositions prennent un tournant un peu différent et elles s'adaptent un petit peu à l'actualité et un peu, même dans les conférences, on peut raconter un petit peu maintenant comment s'est passé un peu la fin de vie de David, enfin, qui était quand même soudaine. Même lui ne pensait pas qu'il allait mourir aussi rapidement. Il commençait déjà à prévoir à enregistrer la suite de Black Star. A priori, tout a dégénéré en 2-3 jours. Et il y avait cette idée, cette belle idée d'expo sonore aussi, peut-être. Oui, ben, lui, il voulait. En fin de compte, il a mis sa mort en scène comme il a mis sa vie en scène. Et son dernier disque qu'il a fait, donc Black Star, était un peu le cadeau à ses fans. Il suffit d'écouter les paroles. Mais il se sentait tellement mieux, parce qu'il y avait une forme de rémission, qui, comme cadeau, voulait faire encore la suite. Donc Tony Visconti les a, donc la consigne serait a priori de les terminer. Mais donc maintenant, effectivement, ce qui pourrait sortir, mis à part tout ce qui va sortir, toutes les maisons de disques vont essayer de racler les fonds de tiroir, les best-of machin, les trucs, enfin tout ce qu'il y a de plus un peu putassier va sortir. Voilà. Mais il a su mettre sa mort en scène, avec un respect du public comme il a mis sa vie, et c'est pour ça que c'est quand même un grand homme qui flotte quelque part vers Bali, où il avait des attaches. Il avait été plusieurs fois avec Iggy depuis le début des années 80. Il a enregistré plusieurs morceaux d'ailleurs en indonésien, avec Tin Machine, ou même lui qui était publié. Il avait été faire des fêtes musulmanes là-bas avec Iman en Indonésie. C'est pas dit Bowie à Bali, pourquoi? Non, ça fait partie des choses qui lui tenaient à cœur.